Bonjour à tous. Bon, j'ai la chance de passer en dernier, donc j'espère que je vais pas trop vous endormir et puis bien préparer l'apéro qui va arriver. Donc aujourd'hui, je viens raconter mon histoire. Donc qui je suis Marc-David Chokroun. Je suis le CEO et cofondateur de la ruche qui dit oui. Alors, vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais je vais revenir dessus. J'ai commencé à travailler à l'âge de 21 ans dans le web. J'ai commencé d'abord par travailler dans une agence de communication qui s'appelait Ogilvy. Et mon métier de base, c'est chef de projet web. Donc je travaillais pour tout un tas de clients, je montais des sites internet de communication. Voilà, plus ou moins intéressant et utile, mais ça m'a donné envie de continuer dans le numérique. Et ensuite, à l'âge de 25 ans, j'ai lancé mon agence web qui s'appelait Flipin, voilà, un nom original, dynamique. Et là, j'ai continué à faire pas mal de sites internet et puis des applications web pour tout un tas de clients de plus petite taille, plutôt des PME. Mais ça m'a donné envie assez rapidement de me lancer à mon compte. Un peu frustré parfois de travailler pour le compte de clients extérieurs. Et puis commencer aussi à avoir l'envie de donner un peu plus de sens à sa carrière et de monter un projet sur le plus long terme. Alors j'ai retrouvé à ce moment-là un ami de longue date qui s'appelle Mounir Majoubi, qui est un peu connu en ce moment, et avec qui on a cherché à développer un ou plusieurs projets de start-up. On ne savait pas trop vers quoi on allait. En tout cas, c'est sûr qu'on voulait monter des startups qui avaient le potentiel de faire de grandes choses. Et à ce moment-là, on a eu la chance de rencontrer une troisième personne qui s'appelait Guillaume Chéron, qu'on voit assis en bas à côté de moi. On fait le oui de la ruche qui dit oui. Alors Guillaume Chéron, lui était designer industriel de métier. Il avait eu pas mal d'expériences, monter un resto à Cuba, écrire un livre de recettes, sans doute un peu plus artiste que Mounir et moi. Et puis il portait le concept de la ruche qui dit oui depuis un an, qu'il avait monté dans un incubateur. Et quand il nous l'a expliqué, on a eu le coup de cœur. Tout de suite, on y a cru. Cette idée d'utiliser le digital pour remettre en relation les producteurs et les consommateurs, on s'est dit, il y a un truc à faire, et puis surtout, personne ne l'avait fait. Ça, c'était le critère numéro 1 dans la liste, le choix du projet qu'on voulait faire, c'est faire quelque chose d'unique et d'assez innovant. Donc on s'est rencontrés en septembre 2010, ça va faire 7 ans. Voilà, avec une vision de ce projet de la ruche qui dit oui, qui était de dire comment est-ce qu'une plateforme Internet va nous permettre de favoriser le commerce local en réduisant les intermédiaires pour acheter des produits de meilleure qualité, pour acheter de nouveau plus local. On était aussi à une période où c'était de plus en plus difficile de trouver des produits locaux. Et puis en parallèle de ça, les producteurs étaient de moins en moins payés pour leur travail à cause d'une chaîne de distribution assez lourde dans l'alimentaire. Et donc comment est-ce que l'Internet va pouvoir permettre d'acheter les produits à un prix plus juste pour le consommateur et le producteur. Avec tout de suite cette accroche assez puissante, manger mieux, manger juste. Voilà, le modèle de la ruche qui n'a pas changé, là, c'est la façon dont on l'expliquait au tout début. C'est d'un côté l'idée de se dire on va créer ce qu'on appelle des ruches. Donc les ruches, c'est des points de rencontre, on peut appeler ça des hubs aussi, mais c'est finalement des points où des consommateurs vont se regrouper pour pouvoir commander leurs commandes directement aux producteurs et se les faire livrer. Donc on commande tous ensemble, et ensuite les producteurs viennent livrer la ruche une fois par semaine, toujours sur le même lieu et le même créneau de livraison pour chaque ruche. Voilà, donc un modèle assez simple, mais le modèle est rendu possible par l'existence de la personne qui est au centre, qu'on voit là en jaune, qu'on appelle le responsable de la ruche, puisque dès le début, il y a la volonté de monter un modèle très décentralisé. Donc c'est-à-dire que nous, en tant que plateforme, on n'est pas là pour gérer les flux producteurs-consommateurs, mais on a ce responsable de ruche qui est en fait le responsable de cette place de marché locale et qui va coordonner les ventes entre les producteurs et les consommateurs. Le modèle d'affaires, dès le début, est le même. On permet au producteur de fixer son prix de vente. Ça, c'est assez important pour se retrouver dans une dynamique de prix juste et de producteurs bien payés. Et ensuite, il va payer une commission, on appelle ça des frais de service, d'un côté au responsable de la ruche, de l'ordre de 8%, et de l'autre côté à la plateforme, la ruche qui dit oui, de l'ordre de 8% aussi. Alors, ça peut paraître peu, ça peut paraître beaucoup, quand on compare à d'autres plateformes. C'est toujours trop pour un producteur, puisque l'idée du projet, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que le producteur capte au maximum la valeur créée par son travail.
Pour pouvoir se lancer à l'automne 2010, on va voir des investisseurs. Et le premier qu'on voit, c'était Marc Simoncini, alors qu'il avait déjà rencontré Guillaume, qui était très attiré par le projet. Et c'est lui qui lui avait dit, non, il faut que tu aies des collaborateurs qui connaissent le numérique pour pouvoir te lancer. D'où la rencontre derrière avec Mounir et moi. Et Marc Simoncini accepte de mettre 50 000 € dans la ruche et entraîne Kima Ventures, qui à ce moment-là investissait dans pas mal de startups, qui est le fonds d'amorçage de Xavier Niel. Et puis en plus, Christophe Duhamel, le cofondateur de Marmiton, rentre dans l'aventure. Voilà. Et Marie-Christine était la collaboratrice de Marc Simoncini à l'époque. Donc on démarre avec une somme assez faible, moins de 300 000 €, pour pouvoir développer le début de ce réseau et la plateforme de La Ruche qui dit oui. Alors pour construire La Ruche qui dit oui, ce qu'on a fait dès le début, c'est on a mis le design au cœur de tout, forcément avec un designer cofondateur, moi qui m'étais pas mal spécialisé dans le design d'interface, et François, avec qui je travaillais déjà depuis quelques années, qui est devenu le designer de La Ruche et qui est maintenant le directeur produit de La Ruche. On se dit il faut donner une identité forte à ce projet pour qu'il puisse fonctionner. C'est un projet qui doit être qui est assez engagé, qui est assez militant, mais qui va utiliser le numérique. Alors j'ai ressorti ces premières recherches graphiques, c'est pas le logo final. Je ne sais pas si ça aurait fonctionné. C'était peut-être un peu trop clivant et puis c'était pas le. Même si on était quand même dans cette dynamique du commerce alternatif, il y avait une volonté de le rendre plus accessible, plus grand public que des réseaux militants historiques. Alors pour le développement, ça peut paraître bizarre puisqu'on, comme projet, on veut défendre le commerce local, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et on avait l'habitude, sur certains projets, d'outsourcer, soit en Russie, en Ukraine ou en Mongolie. Et en Mongolie, on s'était pas mal rapproché d'une équipe, qui était l'équipe de Bayard, qu'on voit juste derrière moi sur la photo, et avec qui on a bossé sur la première version de La Ruche qui dit oui. Alors le développement ne nous a pas coûté cher, hein. Ça nous a coûté moins de 30 000 € pour la V1. Bon, ça avait ses avantages, le coût, ça fonctionnait. Et puis ses inconvénients, c'est que derrière, on a dû tout reconstruire de zéro avec une équipe interne. Et je ne vous raconte pas les difficultés. Et puis La Ruche qui dit oui, c'est un concept. Au début, c'est quelque chose. Enfin, parler de plateforme de circuit court il y a 5 ans, c'était assez improbable. Donc il fallait réussir à expliquer ce concept de façon très simple. Donc on a produit rapidement une vidéo. Et je vais vous montrer cette vidéo qui raconte le concept de La Ruche. Donc on peut lancer la vidéo. Vous faites une tarte. Aujourd'hui, quand vous achetez des pommes, il y a de nombreux intermédiaires entre vous et le producteur. Un supermarché, un grossiste, une coopérative, parfois même un demi-grossiste. D'un côté, vous payez cher le produit. De l'autre, le producteur est mal payé pour son travail. La ruche qui dit oui raccourcit le circuit entre vous et le producteur. Alors, qu'est-ce qu'une ruche ? Une ruche est un point relais installé chez un particulier, permettant le commerce direct avec les producteurs. Un particulier décide de créer une ruche. Il rassemble dans son entourage un réseau d'amis, de voisins, d'amis de voisins. Écoutons un producteur de pommes. Je vous propose mes pommes à 1,40 € le kilo et livre votre ruche à partir de 100 kg de commande. Le site recueille l'offre du producteur, puis la diffuse aux membres de la ruche. Les membres commandent les pommes si l'offre les intéresse. J'en veux 5 kilos, moi 10 kilos, 15 kilos par là, on veut 10 kilos. Quand le minimum de commandes est atteint, la ruche a dit oui. Le producteur livre la ruche et les membres viennent récupérer leurs produits. La ruche qui dit oui, c'est partout en France et pour tout le monde. Vous pouvez ouvrir une ruche, y participer ou la fournir. La ruche, ça marche pour les pommes, mais aussi pour la viande, le fromage, les légumes, le miel, les confitures, le pain, le vin, les jus de fruits. La ruche, ce sont des produits de qualité à un prix juste pour tous. Un meilleur prix d'achat pour le consommateur, un meilleur prix de vente pour le producteur. Et c'est également un revenu complémentaire pour la personne qui tient la ruche. La ruche qui dit oui, c'est la communauté pour manger mieux, pour manger juste. Alors que vous soyez producteur, que vous souhaitiez ouvrir une ruche ou y participer, rejoignez-nous sur laruchequidioui.fr. Merci. Hop. Parfait. Ouais, donc la vidéo au début pour expliquer le concept qui peut être assez complexe à comprendre, surtout qu'en fait on ne s'adresse pas à une cible de geek quand on monte la ruche qui dit oui. On s'adresse à des gens qui ont envie de manger mieux. Généralement, les responsables de ruche qu'on recherchait au début, plutôt des femmes au foyer de la quarantaine,
Donc il faut réussir à vulgariser beaucoup les choses par la vidéo, par le site, où on voit bien cette accroche en énorme Mangez mieux, mangez juste, qui était le premier site de La Ruche qui dit oui. Et puis ensuite, réussir à susciter l'intérêt, à donner envie aux gens d'ouvrir des ruches. Donc dès le mois de mars 2011, on met ce site en ligne et on commence à essayer d'avoir des médias, à être repris dans les médias spécialisés en tout cas. Et on a les premiers responsables de ruches qu'on identifie et on va préparer l'ouverture de leur ruche en septembre 2011. Voilà. La ruche aussi, pour construire cette entreprise, dès le début, on essaye de lui donner un esprit, une dynamique, une culture qui est assez forte. C'est aussi ce qui permet de tenir l'entreprise sur le long terme, d'attirer des talents, de construire ce projet. Donc dès le début de la boîte, c'est au bureau, il y a une cuisine, on fait à manger avec les produits des producteurs, tous ensemble. Et puis on essaye de créer ces moments de convivialité, de partage. Et même si on a déménagé 4 fois depuis, on a toujours une énorme cuisine avec une grande table et où on peut recevoir les gens et manger tous ensemble. Et puis créer un esprit, c'est aussi créer une dynamique, des visuels, un logo, une icône qui est notre petite ruche bien aimée. Et puis ensuite, il faut avoir le bon time to market, comme on dit. Donc arriver au bon moment, avoir un intérêt pour son projet, et puis avoir de la médiatisation qui arrive. Et nous, ce premier coup de boost de projecteur, il est arrivé en février 2012, février ou mars 2012 de mémoire. Et Rue 89, qui était à l'époque un média assez important sur Internet, c'est moins le cas aujourd'hui, fait sa une sur un week-end entier avec La Ruche qui dit oui et une accroche assez tapageuse, marre du supermarché, bienvenue à La Ruche. Alors c'est un moment où les gens en ont marre des supermarchés, on voit aussi les travers du système. Et donc en se lançant, on se met forcément dans une dynamique où on communique contre un modèle en place pour en proposer un nouveau. On le fait beaucoup au début de La Ruche, on le fait moins aujourd'hui. On essaye d'être plus bienveillant, plus ouvert. Mais en tout cas, à un moment où il faut dire le modèle de la grande distrib, il ne fonctionne pas. Essayons autre chose. Et puis on se retrouve aussi dans cette vague de l'économie collaborative, l'économie du partage. Alors en 2012-2013 avec des acteurs comme covoiturage.fr, Voiture Libre. Alors vous connaissez encore, hein, c'est Blablacar et Drivey. Bon. Les noms évoluent, mais les grands projets restent. Et puis on se retrouve tous ensemble et d'un seul coup, il y a un intérêt des médias pour ces nouvelles plateformes qui remettent les gens en contact et qui permettent d'avoir une activité dans la vie réelle et un impact environnemental plus fort. Alors je vous la refais pas, vous connaissez. Alors au début c'est génial, hein, ça nous donne plein de médiatisation, plein de visibilité, on passe dans des tonnes de reportages à la télé. Et puis ça jusqu'en 2015-2016 avec la découverte d'Uber qui bouffe l'économie du partage. Et ensuite tout le monde nous voit comme des ubérisateurs de quelque chose, même si on essaye de faire les choses bien. Mais bon, au début en tout cas ça nous permet d'exister, de susciter l'intérêt. Et puis dès le début il faut essayer de construire le projet assez vite, de montrer qu'il y a un engouement parce que si on ne monte pas l'engouement, derrière on n'a plus d'argent et si on n'a plus d'argent, on ne peut pas lever des fonds. Donc il y a quand même cette période du début, sur la première année, on essaye d'ouvrir le maximum de ruches. Et au début, alors on n'est pas du tout regardant sur la qualité. Hein. C'est n'importe qui fait une demande d'ouverture de ruche, on lance ta ruche, tu l'ouvres, c'est pas grave si elle ne marche pas. Et puis ça s'écrème assez naturellement. Donc très vite, les chiffres augmentent. Et puis dans ce lot de ruches qui ne fonctionne pas très bien, on en a quand même une vingtaine de % qui fonctionnent bien et qui nous permettent de comprendre finalement qu'est-ce qu'on est en train de créer comme nouveau métier, comme nouveau service, et d'essayer de l'optimiser au fur et à mesure, d'itérer en créant un système plus solide. Comment est-ce qu'on va recruter les responsables des ruches, comment on va les former, quels outils on va créer pour eux. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même dynamique. Bien sûr, la sélection est plus dure et les ruches sont de meilleure qualité. Mais en tout cas, ça nous permet de lancer le projet et puis d'accéder à une première levée de fonds d'1,5 million avec comme partenaire principal le fonds d'investissement Xange. Alors pas facile hein, la levée de fonds en 2012. À l'époque, les gens ne croient pas trop à l'économie du partage. Et puis ça fait peur aux fonds d'investissement. Les fonds d'investissement se disent économie du partage, ça dépendra trop de la communauté, trop des gens, c'est trop risqué, on ne peut pas scaler juste avec de la pub sur Internet. Donc il y a peu d'investisseurs qui veulent y aller. Mais à ce moment-là, heureusement qu'on rencontre Xange, qui investit en même temps que nous chez KissKissBankBank et chez Little Market, enfin plusieurs projets de cette économie du partage. Voilà, et puis susciter l'intérêt, c'est bien sûr susciter l'intérêt dans la communauté qu'on est en train de créer. Et ça, c'est vraiment le côté très fort, très humain de ce projet. C'est que tout de suite, les gens se l'approprient.
Nous, on fait tout pour que les gens se l'approprient. Donc on leur dit, vous créez vos ruches. On essaye de ne pas créer un système aseptisé avec une obligation de tout faire d'une certaine façon. Alors, il y a une marque, il y a un fonctionnement, il y a des outils en ligne, mais on laisse beaucoup de liberté à la créativité pour qu'on puisse à la fois avoir des ruches très bobos de Parisiens. Donc là, on voit un exemple de ruches du début à la Gaîté Lyrique à Paris, ou des ruches dans des territoires ruraux, sur les territoires un peu partout. Là, c'est une ruche chez un vigneron, très sympa. Et en fait, on essaye dès le début d'avoir ce projet qui peut s'adapter à son territoire, à son contexte. Et justement, pas un projet de bobo parisien, mais un truc qui peut devenir plus grand que ça. Voilà, et puis malgré ça, on se retrouve quand même à un moment au cœur de la hype. Alors ça, c'est les visuels des Arocs qui nous amusent quand on voit ça. Ça fait toujours peur hein, quand on se dit on est tout en haut de la hype, ça veut dire qu'à un moment, on va redescendre. Moi, j'ai jamais trop aimé le moment où on est trop branché, trop bobo, parce que c'est pas comme ça qu'on pérennise un projet. Donc, faut faire attention, parce qu'à un moment, il y a ce tourbillon de la réussite qui fonctionne, et c'est le moment où on risque de perdre son énergie, alors que le plus dur arrive derrière. Il faut aussi qu'on apprenne sur le passage à l'échelle, ce qui a été dur pour une entreprise comme La Ruche, c'est de se positionner. Parce que dès le début, on voit deux univers qui nous intéressent. D'un côté, celui de l'économie sociale et solidaire. De l'autre, le monde des startups, avec des choses très différentes. Et nous, on se voit un peu comme un mix entre ces deux mondes. À la fois des dynamiques de coopération, de collaboration, et puis quand même un besoin d'agilité, d'aller vite, de lever des fonds pour réussir à développer son projet. Et donc, on se définit comme entreprise hybride. Alors, on a un agrément d'entreprise sociale et solidaire, et en plus, on a un agrément de jeune entreprise innovante avec toutes les aides qui vont avec. Donc, un statut assez bizarre, qui parfois n'est pas toujours apprécié par des gens qui sont d'un côté ou de l'autre du spectre, mais c'est quelque chose auquel on tient. Parce que nous, on croit en la technologie pour réussir à développer un projet, le faire changer d'échelle, mais on veut le faire en faisant attention à l'impact social, environnemental qu'on aura et en gardant cette éthique au jour le jour. Ça, c'est important au niveau de La Ruche. Il faut qu'on arrive à le garder, même si l'entreprise et le réseau grandissent et qu'on lève des fonds à l'extérieur. Bon, et puis le passage à l'échelle, c'est une succession après de crises. Alors, il y a le moment où on réussit, c'est génial, tout va bien. Et puis d'un seul coup, ça va trop vite ou ça va mal. Le premier gros coup dur pour nous, c'est en janvier 2014. Là, c'est le cœur du tourbillon, le cœur de la hype, où trop d'intérêt pour ce qu'on fait. On passe sur zone interdite début janvier 2014, et puis d'un seul coup, 1000 demandes d'ouverture de ruches. Nos équipes ne sont pas du tout dimensionnées à ce moment-là pour tenir la charge. Donc on se retrouve sous l'eau à essayer finalement de gérer cette crise de croissance. Plutôt une bonne chose avec le recul, mais à ce moment-là, on a la tête dans le guidon et on n'est pas forcément prêt à gérer. Et puis, quand ça va bien, quand on a finalement ces bonnes nouvelles, c'est une crise en attire une autre. Donc c'est aussi à ce moment-là que les crises de leadership commencent, des tensions entre Guillaume et moi, puisque Mounir était déjà parti de l'aventure, mais qui continue et qui complique la vie du projet. Et puis des crises de valeur où on se fait pas mal attaquer par les réseaux militants historiques sur les circuits courts, qu'on appelle les AMAP, Associations de maintien de l'agriculture paysanne. Donc ils commencent à nous voir d'un mauvais œil en disant « Regardez, c'est une start-up parisienne qui essaye finalement d'utiliser nos valeurs pour un projet purement capitaliste et uniquement pour faire de l'argent ». Et tout ça, ça nous poursuit pendant 2 ans avec des articles diffamatoires qui traînent sur Internet, dont on n'arrive pas à se débarrasser, des discussions sans fin sur les valeurs, au lieu de finalement focaliser notre énergie sur la réussite du projet. Puis pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que la crise avec les réseaux militants vient de la région de Nantes, et plus précisément de Saint-Nazaire, où j'étais venu faire un débat il y a 2 ans pour essayer finalement de désamorcer la crise, mais sans vraiment y arriver, puisqu'avec finalement des militants AMAP très obtus et très anticapitalistes. Et c'est vrai que nous, même si on a un projet ambitieux qui défend la transition écologique et agricole, on joue avec les règles du capitalisme, les règles existantes. Et puis la dernière crise, si ça ne suffisait pas, c'était le changement de plateforme. Donc on avait commencé avec une plateforme développée à l'étranger, donc forcément un truc pas solide du tout. On construit notre équipe en interne, on améliore la façade, mais sans améliorer l'arrière-boutique. Et puis au bout d'un moment, le truc ne tient pas la route. Donc en 2013, on dit OK, on va tout redévelopper de zéro. Bon, avec le recul, ce n'était pas forcément une super bonne idée. Et donc pendant 2 ans, on développe tout à fond.
Mais redévelopper une plateforme, alors qu'en parallèle, on a une crise de croissance sur l'ancienne plateforme et une crise de confiance, ça fait que quand on relise notre nouvelle version du site en janvier 2015, bah, on se plante complètement, quoi. Il manque plein de fonctionnalités, ça bug, ça plante, ça crée de la déception, surtout qu'on a un outil comme ça qui est fait par ses utilisateurs, et on manque finalement de gestion de la transition pour que la transition se passe bien. Bon, alors on est content, on a passé cette étape-là, mais ça a été l'année 2015, une année assez périlleuse. Et puis c'est au même moment où on se retrouve dans une situation où on n'a plus d'argent. On est ah bah tiens, c'est génial, on pensait à avoir de l'argent, qu'on n'aurait plus besoin de lever de fonds. Et hop, toutes ces crises font que la croissance se stabilise. On se dit, bon, bah, maintenant c'est foutu, on est obligé d'aller lever de l'argent. Donc on retourne lever de l'argent. Et puis on se dit, bon, bah, on aimerait bien quand même avoir des bons investisseurs, des investisseurs qui croient en nos valeurs, qui ne cherchent pas uniquement à faire une exit et à faire de l'argent, parce qu'on a un projet qui est compliqué. Mais trouver des investisseurs comme ça quand ça ne va pas en interne, ce n'est pas forcément simple. Bref, on arrive quand même à gérer ça, à rencontrer pas mal de fonds d'investissement. Et à ce moment-là, je me déplace beaucoup en Europe et puis aux États-Unis pour essayer de trouver des investisseurs qui comprennent ce qu'on fait. Et j'ai la chance de rencontrer Union Square Ventures, qui était avec Fred Wilson à ce moment-là, qui comprend vraiment le projet de la ruche, qui comprend la dynamique très décentralisée, très communautaire, et puis qui comprend aussi nos désirs en tant qu'entrepreneurs, c'est-à-dire de ne pas forcément faire une sortie et de revendre la boîte à n'importe qui, mais peut-être d'aller vers une dynamique d'indépendance, puisque c'est aussi des choix qu'ils avaient acceptés par Kickstarter, chez qui ils avaient investi. Bref, donc on lève à ce moment-là 8 millions d'euros au printemps 2015, on a de la chance. Puis on a de la chance parce qu'on tombe sur des investisseurs à qui on explique nos crises de croissance et puis qui comprennent ça, puisqu'on n'est pas les seuls à qui c'est arrivé, forcément, c'est arrivé à d'autres boîtes. Et puis une boîte dont on est très proche dans l'ADN historiquement, c'est une entreprise qui s'appelle Etsy aux États-Unis, qui fait des places de marché d'artisanat et qui nous ressemble et qui a traversé les mêmes crises que nous, avec une crise sur un full reboot qui avait failli couler la boîte. En parallèle, on est dans une dynamique toujours dans ce passage à l'échelle, et surtout quand il y a toutes ces crises qui arrivent, on développe l'outil, mais il ne faut pas qu'en parallèle, la communauté nous fasse plus confiance et s'en aille. Surtout quand il y a des crises de valeurs, on a des gens qui viennent pour ces valeurs. Donc on est en permanence la nécessité de devoir rassembler notre réseau, de communiquer avec eux, de construire avec eux et d'être extrêmement transparent. Et voilà, de construire ce projet commun de la ruche. Et donc, de plus en plus, on construit des moments de rencontre, des rassemblements avec tous les responsables de ruche de France. Et passer à l'échelle, pour nous, ça a été aussi préparer l'internationalisation, ce qui nous a permis aussi la nouvelle version du site. Alors, pour la petite histoire, vous allez voir qu'on a lancé notre nouvelle version en 2015, mais on avait commencé les nouveaux pays en 2014, en se disant on va éprouver la nouvelle plateforme sur des nouveaux marchés. Alors ça, c'est une très mauvaise idée. Parce qu'en fait, c'est des nouveaux marchés, donc ils ne connaissent pas la plateforme d'avant. Donc de toute façon, ça démarre comme ça démarre. Mais on ne teste pas sur un batch d'utilisateurs qui connaissent la plateforme existante. Donc bref, ceci étant dit, on lance en 2014 les Royaumes-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Là, pareil, mauvaise idée, on lance beaucoup trop de marchés d'un coup. Alors, ce n'est pas du tout ce qui était prévu. À la base, on avait assez d'argent pour lancer un pays et on avait prévu de lancer l'Allemagne. Mais étape après étape, on se rend compte qu'au Royaume-Uni et en Espagne, on a des copycats qui copient de A à Z notre modèle. Donc c'est assez vexant. On se dit, on ne va pas les laisser faire, on va y aller pour prendre la main quand même sur notre modèle. Donc on va au Royaume-Uni, on va en Espagne. Et puis en Italie, dans le sens inverse, un entrepreneur vient nous voir en nous disant, je vais lancer la ruche qui dit oui, que vous vouliez ou non, je le lance. Donc à un moment, on dit, on va le lancer ensemble. On ne donnera pas d'argent au début, mais on va quand même le lancer ensemble. Bref, on démarre 4 pays, ultra grassroots, sans moyens, sans argent, avec des équipes juniors, sans process. Donc autant dire, les 2 premières années, un peu mollassonne. Et puis la levée de fonds de 2015 nous permet de structurer tout ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est compliqué dans une start-up. On a énormément de valeurs, donc on a envie de faire les choses bien, de laisser beaucoup de liberté, d'être très horizontal, etc. Mais si on veut que ça réussisse, surtout quand on se lance à l'international, à un moment, il faut dire, on connaît la recette, c'est comme ça, c'est ça les process, c'est ça le cookbook, vous suivez les étapes et vous y allez, c'est comme ça qu'on va réussir. Et ça, on n'a pas voulu le faire au début, par peut-être défaut d'ouverture. Mais maintenant, on le fait, les choses fonctionnent beaucoup mieux. Et ça nous a permis de continuer le lancement sur des nouveaux pays avec la Suisse et le Danemark en 2016 et 2017. Aussi, la tâche lourde d'un passage à l'échelle, c'est la construction d'une équipe et puis surtout de passer d'une
d'une équipe de 5-10 personnes qu'on pense qu'on va garder pour toute la vie, puisque c'est un projet génial qu'on a construit ensemble, à une équipe de 130 personnes. Et puis au début, on essaye d'avoir des choses pas très organisées, tout le monde est couteau suisse, etc. Et puis on se rend compte par itération que ça marche pas, qu'on essaye d'itérer, on essaye de faire les choses à notre façon, on crée notre schéma organisationnel, et puis étape après étape, il y a une certaine logique. On finit dans un schéma organisationnel qui est assez proche de ce qui existe, des équipes opérationnelles, des équipes produits, des équipes de communication, et les choses se structurent. Donc maintenant, on a une équipe de 130, c'est peut-être pas moins le côté couteau suisse et créatif un peu fou du début, mais en tout cas, on a une structure, une organisation qui nous permet d'aborder l'étape d'après et de la réussir. Voilà, et puis au mois de septembre, on fêtait nos 5 ans. Les 5 ans de la ruche. Pour nous, c'était important parce que c'était aussi montrer que les circuits courts, ce n'était pas qu'une mode et qu'on allait pouvoir les moderniser avec le numérique. Donc on a fêté ça un peu partout en France. Et on a fait une petite vidéo avec les collègues pour raconter l'histoire de la ruche, mais de façon un peu plus humoristique. Et c'est la deuxième vidéo qu'on lance. Depuis toujours, les paysans travaillaient la terre et en récoltaient les fruits. Grâce à ce labeur, ils pouvaient nourrir leurs frères humains en se passant des produits de main en main. Et puis un jour maudit, une brèche, des guildes de commerçants, de grossistes et d'industriels s'y sont engouffrés. « Laissez-nous faire, on va distribuer pour vous, on fait ça mieux. Et puis ces produits n'ont pas beaucoup de goût, laissez-nous ajouter du sucre, du sel, du gras. Là, c'est mieux, non ?» Des techniciens ont parcouru les campagnes pour dire aux paysans de produire plus. Engrais, pesticides, maltraitance animale. La terre se mourait. À l'autre bout, on mangeait de plus en plus mal. Les plats n'avaient plus de goût. Petits et grands tombaient malades. Alors des tas de gens se sont mis à contester le système. Ils voulaient retrouver la confiance, le goût, le respect des choses. Les circuits courts ont pris leur essor. Le principe est simple. Supprimer les intermédiaires pour établir un contact direct entre les producteurs et les consommateurs. Et puis, vers 2011, entre en scène un certain Guillem. Il est sensible à la question agricole et se rend compte que le temps presse. Il cherche le meilleur moyen pour que les circuits courts redeviennent enfin la norme. C'est alors qu'une idée lui vient. Il faudrait un site internet pour permettre aux communautés locales d'acheter directement aux producteurs. Mais seul sans soutien, Guillem ne sait pas par où commencer. Il cherche. C'est comme ça qu'il rencontre Mounir, qui lui présente Marc David. Les deux zones s'associent. Tous deux ont envie de changer le monde. Leurs visions convergent, alors ils décident de fonder ensemble une entreprise. Elle s'appellera La Ruche qui dit oui, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ils pensent que le web peut révolutionner l'agriculture et la distribution alimentaire. Mais pour lancer un premier site internet, ils ont besoin d'argent, et leurs poches sont vides. Ils font la tournée des investisseurs. Ils essuient des refus, subissent des échecs. C'est la fille de Guillem qui va retourner la situation en faisant ce dessin. Dans un geste de désespoir, Guillem donne le dessin de sa fille à Marc Simoncini, un important investisseur. Celui-ci est tellement amusé qu'il accepte de leur donner une mise de départ afin de tester leur projet. C'est le coup d'envoi. On commence à y croire, c'est bon signe. D'autres investisseurs se joignent à l'aventure. Grâce à ce coup de pouce, Guillem et Marc David peuvent recruter leurs premiers salariés. La petite start-up travaille dur, très dur, de plus en plus dur. Une première version du site voit finalement le jour courant 2011. En septembre, la toute première ruche ouvre au Foga, dans la banlieue de Toulouse. La responsable de cette ruche s'appelle Odile. C'est elle. Et puis tout s'accélère. Les demandes affluent. On ouvre 10, 30, 100 ruches partout dans le pays, jusqu'en Outre-mer. Dans les autres pays d'Europe déjà, des candidats demandent que le site soit traduit. On en ouvre dans des maisons, des fermes, des écoles, des clubs de sport et même des églises. Le réseau des ruches prend des visages aussi différents que ceux de Jacques Dufresne, retraité à Caen, Juliette Krier, qui travaille dans une troupe de théâtre à Tours, ou Anne Schreiber, journaliste à Strasbourg. Les producteurs affluent, la gamme s'étoffe. On vend des fruits, des légumes, de la viande, du pain, du miel, et même des savons artisanaux, des plats cuisinés, des bières artisanales, de tout en fait. L'entreprise grandit. On ouvre des bureaux à Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, puis bientôt à Bruxelles, Londres, Madrid, Turin, Berlin. La Ruche qui dit oui lance son propre magazine d'information, de débat et de pédagogie. On y trouve des articles écrits par des professionnels, des responsables de ruches,
mais aussi des agriculteurs. 2013, c'est l'année de la reconnaissance. La ruche qui dit oui reçoit le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Pour la première fois, elle ouvre un stand au Salon international de l'agriculture. À partir de cette date, elle y retournera tous les ans. Mais la vie d'une entreprise n'est pas une mer d'huile. Le bateau de la ruche qui dit oui tangue plus d'une fois. Il y a des disputes, des erreurs. Une nouvelle version du site sort trop tôt et déçoit les utilisateurs. Des associations nous critiquent aussi, mais on tient bon. Les critiques passent, la technologie devient solide et l'entreprise atteint les 135 salariés. Voici un bel équipage. Malgré les turbulences, la ruche qui dit oui n'a jamais douté ni dévié de sa mission. Soutenir l'agriculture pour tirer le meilleur parti de la technologie, pour développer les circuits courts. Elle se diversifie, se réoriente pour améliorer ses services. Elle réfléchit pour offrir des outils qui permettent aux agriculteurs de travailler mieux, plus vite et de façon plus indépendante. Grâce au financement participatif, des dizaines de projets agricoles inspirants sont soutenus partout en France. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 ruches en Europe. Elles grandissent et montrent toutes que le système fonctionne. Les responsables de ruches ne s'arrêtent pas là, ils se professionnalisent. Certains en gèrent 2 ou 3 à la fois. D'autres encore montent de vraies entreprises et embauchent des salariés. D'autres enfin expérimentent les ruches drive ou des ruches épicerie. Bientôt des ruches sur la Lune en apesanteur ? En attendant, près de 5000 agriculteurs et 135 000 familles utilisent le service. Pour toutes ces personnes, la ruche qui dit oui, c'est un mouvement parti pour durer, parce qu'il permet de produire mieux, de manger mieux, tous ensemble. Hop, merci. Merci tout le monde. Donc voilà pour l'histoire de la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui, c'est pas terminé. Forcément, on est à la prochaine étape, les prochains challenges. Et les prochains challenges pour nous, maintenant qu'on a montré qu'il y avait un intérêt pour les circuits courts et que le marché s'accélère, on voit de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur finalement cette dynamique de circuits courts, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'entreprise innovante, on peut proposer toujours de nouveaux outils, de nouvelles façons de vendre des produits alimentaires. Donc aujourd'hui, à la ruche qui dit oui à Paris, on est une quarantaine de personnes qui travaillons sur les outils informatiques. On recrute en permanence des talents en termes de développement, de design ou de product management. On continue toujours notre mission d'essayer d'informer le plus possible les citoyens. On a sorti cette année notre première revue papier, qui s'appelle Oui le magazine, qui permet en tout cas de vulgariser l'agriculture durable, de la rendre plus accessible auprès du plus grand nombre. Et puis on continue bien entendu de l'autre côté à développer la ruche qui dit oui sur des nouveaux marchés. Et la décision qu'on a prise, c'est de ne pas continuer à développer les nouveaux pays nous-mêmes en interne, mais de travailler avec des franchisés pour pouvoir aller plus loin sur la planète dans les prochaines années. Voilà, je crois que c'est terminé. Et puis essayer de continuer à faire ça sans perdre nos valeurs et en se disant que la ruche qui dit oui, c'est pas, ça c'est important, pas qu'un projet digital, c'est un projet qui est là pour avoir un impact fort. Et pour qu'il ait un impact fort, il doit changer d'échelle, il doit montrer que les circuits courts et l'agriculture durable, c'est pas que quelque chose d'anecdotique, c'est quelque chose qui sera un jour la norme et le modèle principal. Voilà. Merci à tous, passez un bon Web Today. Et puis on est venu aussi avec une petite surprise. Donc sur la droite, enfin pour vous sur la gauche, vous verrez une équipe de la ruche qui dit oui du Grand Ouest, donc le bureau qui est basé à Nantes, qui est ravi de vous offrir un apéro avec des produits locaux, fromage, saucisson, je ne sais pas, vous verrez, carottes, radis. Donc bon apéro et puis merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup Marc David.